c'est Atlantic Radio. Les décodeurs, c'est parti, 8h17, bienvenue si vous arrivez maintenant. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent maintenant à partir de 8h15 sur la matinale d'Atlantic Radio. On est ensemble jusqu'à 9h30 pour décoder l'actualité. Et j'accueille avec moi Ismail Bargache, entrepreneur, fondateur de Waffair. C'est ça. Ça va bien, Ismail? Bien, et vous? Et puis on attend Hicham Hamadi qui est sans doute dans sa voiture en train de nous écouter, PDG de Togo, parce que évidemment l'info du jour, la première info du jour, c'est qu'il pleut. D'ailleurs tiens, c'est la pluie en fait la première thématique des décodeurs. La pluie on attendait depuis longtemps quand même. Il avait déjà plu un oui, peu il y a quelques jours. Quand même, et puis il pleuviote un peu la nuit. C'est ça. Bon. Mais en effet, si on peut avoir des épisodes comme ça avec plus soleil pendant tout l'hiver, c'est de nature à aller dans le sens de l'économie. Ouais, bah ça c'est carrément. On est toujours dépendant de la pluie et on est, je dirais, de plus en plus dépendant de la météo. On est de moins en moins dépendant au fur et à mesure des années, avec l'agriculture qui s'industrialise et avec le dessalement de l'eau. On est quand même un peu dépendant. Un dessalement de l'eau, l'agriculture, on trouve des solutions, on est en train de trouver des solutions comme le semi-direct par exemple pour limiter l'utilisation d'eau. Le goutte à goutte, l'air au sol, etc. Exactement, c'est bien, mais on est toujours un peu dépendant quand même. Bien sûr. Alors aujourd'hui on va parler on aura deux sujets. Tout à l'heure on reparlera parce que l'initiative d'autonomie on en parle depuis l'après 31 octobre et Ismail hier Nabil Ben Abdallah s'est exprimé à propos de cette réunion de chefs de partis politiques, les partis politiques présents au Parlement, concernant donc l'actualisation de la formulation détaillée de l'initiative d'autonomie, et il a dit c'est un moment historique et nous sommes en train d'assister à la naissance d'un nouveau Maroc. Il a raison. Il a parfaitement raison. Moi, ce qui m'interpelle dans cette réunion qui a été organisée au cabinet royal, c'est avant toute autre chose la symbolique de la démarche, pour une raison extrêmement précise, c'est qu'on s'est retrouvé par le biais du leadership de Sa Majesté à donner un message par le biais de cette organisation. C'est maintenant, on entre dans une phase d'exécution. C'est-à-dire que le projet d'autonomie, ça a été une bataille depuis 2007, il me semble, si je ne me trompe pas. Depuis 2007, qu'on a gagné le 31 octobre dernier, qui est devenu un jour férié, qui a été un grand bonheur pour le Marocain que nous sommes. Et aujourd'hui, le message que notre souverain donne, c'est celui de maintenant, avec les forces vives du pays, avec les politiques, avec tout le reste, on passe à une phase d'exécution et on fait que cette autonomie devienne réelle et on clôture ce sujet pour le mettre dans les tiroirs de l'histoire et faire que le Maroc avance vers un avenir un avenir radieux qu'on appelle tous de nos voeux. Alors on en parlera tout à l'heure après 9h, mais là on va parler de textile marocain qui vit une période charnière, longtemps fondée sur la sous-traitance pour de grandes marques européennes. Le secteur montre aujourd'hui ses limites, baisse des commandes, disparition de plusieurs enseignes qui fabriquaient au Maroc, hausse de la part de marché de la fast fashion. On a déjà parlé il n'y a pas très longtemps dans les décodeurs, la fast fashion chinoise qui gagne des parts de marché et pouvoir d'achat en berne en Europe également, les exportations reculent et surtout le modèle s'essouffle. Alors, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Riyad Mizour, a appelé au Parlement lors des discussions du budget sectoriel dans le cadre du PLF, c'est-à-dire il n'y a pas longtemps, à un vrai tournant, produire au Maroc des articles finis, sous marque propre ou via coproduction afin de créer plus de valeur et de sécuriser l'avenir du secteur. Alors, est-ce que le Maroc peut passer d'un modèle de sous-traitant à celui de créateur de marque, c'est la question qu'on pose. Et Riyad Mizour, il est même allé plus loin, c'est-à-dire qu'il se dit que il y a un modèle turc par exemple qui a racheté des marques comme LC Waikiki ou Naf régulièrement, et lui il dit pourquoi vous les professionnels marocains vous faites pas la même chose avec ces marques qui sont connues notamment sur le marché européen et qui disparaissent malheureusement et qui fabriquaient d'ailleurs la plupart de leurs modèles au Maroc. Voilà, ça c'est la position du ministre.
Moi, j'ai trouvé que c'était une proposition qui était assez ambitieuse, mais en même temps, il y a une idée derrière ça. Maintenant, est-ce que les professionnels sont capables d'acheter ces marques et puis de relancer ces marques également sur leur territoire d'origine? Ça, on ne sait pas, il faut poser la question. Alors là-dessus, on va dire sur ce que dit le ministre sur la filière textile marocaine. Ce que le ministre dit, de mon point de vue, il a raison de le dire, parce qu'il n'y a que les médias qui manquent d'ambition. Mais une fois qu'on a dit ça, donc là on enfonce une porte ouverte, tout le monde sera d'accord avec ça. Une fois qu'on a dit ça, de mon point de vue, le fond du sujet n'est pas le sujet marque. Le sujet marque, c'est une conséquence. Le fond du sujet, et j'aurais pas dit ça il y a quelque temps. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, quand vous regardez ce qui se passe en France en particulier, je ne sais pas si vous avez vu avec Chine dans le B. Oui, bien sûr, tout à fait. D'ailleurs, ça a relancé le débat là-dessus. Eux, ils ont relancé leur débat sur le Made in France. Alors, j'y arrive. Le fond du sujet, c'est un sujet purement industriel, et industriel au sens Karl Marx du terme, au sens industrialisant. J'adore. On va élever le débat là. On va essayer en tout cas. Okay. Je ne sais pas si on va y parvenir, mais on va essayer. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on s'est retrouvé dans une configuration où les Chinois deviennent tellement compétitifs qu'ils arrivent à créer une spirale vertueuse où des habits d'une qualité, qui ont un rapport qualité-prix qui est extrêmement bon, c'est-à-dire que c'est pas forcément la meilleure des qualités, mais le prix est tellement compétitif. C'est d'ailleurs pour ça que les gens les achètent. Tellement compétitif qu'ils se retrouvent à vendre. Et en fait, ils créent une marque parce que les gens commencent à acheter du fait. C'est exactement le même exemple que pour BYD. C'est la même chose. Pour industrie automobile, industrie textile, c'est du pareil au même. C'est pour ça que je vous dis le sujet est d'abord industriel. Et donc aujourd'hui, la question qu'on doit se poser avant la question de la marque pour moi est une conséquence, c'est celui de la compétitivité et de la question du comment on fait pour réussir à faire. Parce que la Chine aujourd'hui a une taille qui est tellement grande du point de vue de ce qu'ils arrivent à produire au prix auquel ils arrivent à le produire, que c'est pas compétitif, mais qu'on peut pas être compétitif, mais de réussir à faire, d'avoir l'ambition de pouvoir être équivalent à ce que fait la Turquie, à l'instar de ce que vous disiez il y a encore une minute. Exactement. Et si aujourd'hui c'est-à-dire finalement un bon rapport qualité-prix. Il y a un peu plus de qualité dans les produits turcs. Alors, moi je dis encore autre chose. Ce que je dis, c'est faire atteindre une taille critique aux industriels marocains qui leur permettrait de pouvoir envisager le rachat de marque. Aujourd'hui, si les Turcs savent aller dans cette direction, c'est d'abord parce que ils ont un tissu industriel où les entrepreneurs qui possèdent cet outil industriel sont assez riches pour pouvoir jouer un jeu de fusion-acquisition qui leur permet de pouvoir bénéficier de l'aval de la chaîne de valeur qui est la marque. Donc moi de mon point de vue, si on ne veut pas mettre la charrue avant les bœufs sur ce sujet qui est un sujet qui est quand même complexe, parce que là on est en train de parler de la surface, mais quand vous descendez dans le détail des choses, c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on est en train de dire. C'est d'abord un sujet industriel. Si les Chinois sont en train d'y parvenir et de faire mieux que tout le monde, c'est parce que du point de vue industriel ils sont meilleurs. Et si les Turcs, pour reprendre l'exemple que vous preniez, arrivent aujourd'hui à racheter des marques et continuer à faire vivre leur outil industriel, c'est parce que leur industrie, c'est parce qu'ils ont une taille critique de leur outil industriel aussi. Donc de mon point de vue, le fond du débat, c'est l'industrie industrialisante. Plus on en fait, plus il est facile d'en faire. Ouais, et comment on crée alors ces industriels, comment on encourage, on va dire, ces industriels à pouvoir être au niveau des Turcs, par exemple? Alors, à défaut de répondre à votre question, ce que je vais peut-être faire, c'est peut-être dire ce qu'il ne faut pas faire. Ou alors, ce qui n'est pas suffisant de faire. Ce qu'on a fait jusqu'à récemment au Maroc, c'est d'être défensif quant à cette question. Défensif dans le sens où on a empêché des marques internationales de vendre très peu cher au Maroc pour ne pas concurrencer le tissu industriel marocain qui produisait pour le Maroc. Et donc on a fait ça par le biais des droits de douane, ça tout le monde le sait. Voilà. Donc on ne peut pas dire que c'était une erreur de faire ça, parce que en fait on a protégé, on a été défensif sur la question, on a protégé beaucoup d'usines qui vendaient dans les petites échoppes, donc pas dans les grands magasins qui ont pignon sur eux, mais dans toutes les petites échoppes qui représentent le gros des ventes au Maroc. Mais en revanche, en faisant ça, on n'a pas musclé nos industriels.
Parce que ce qu'il aurait fallu qu'on arrive à faire... On a un peu sauvé les meubles. Hein, voilà, c'est ça. Ce qu'il aurait fallu qu'on réussisse à faire, c'est créer des industries qui soient assez fortes pour que malgré qu'on mette des droits de douane bas, qu'ils puissent quand même continuer à être compétitifs et à vendre en étant en concurrence avec les grandes marques occidentales. Alors on sera tout à l'heure, ce sera intéressant d'avoir son témoignage avec quelqu'un qui est administrateur de l'Association marocaine des industries du textile et de l'habillement, l'AMIT, mais qui est surtout un professionnel et qui me disait hier, quand j'ai parlé avec lui, qu'il est passé, bon, ça fait 25 ans qu'il est dans ce domaine-là, et qu'il est passé au B2C, il a créé une marque, et une marque d'ailleurs assez haut de gamme, puisqu'il parle d'écologie, il parle de développement durable, donc on a l'occasion de parler avec lui pour savoir... oui, bravo. Hein. Bravo. Mais il y a des contraintes. Hein. Il est obligé d'avoir un showroom à Paris, il est obligé d'être entre la France et le Maroc, etc. Mais si c'était facile, tout le monde le ferait. Bien sûr, c'est vrai. Certes. 8h28, la pub et les infos, et on se retrouve juste après pour la suite des décodeurs. La suite des décodeurs à 8h43, tu m'étonnes qu'il n'a pas dépassé, c'est maintenant. Hicham me dit bonjour. Bonjour. Alors c'était bloqué entre Darboisa et Casablanca. En fait, ce qui se passe à chaque fois c'est important, là on va faire de l'audience. Là. En fait, à chaque fois qu'il y a de la pluie, je ne sais pas ce qui se passe, et d'ailleurs c'est une constante. Les premiers jours de pluie, il y a des bouchons interminables et il y a des accidents. Oui. Ça, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, ça a un effet extraordinaire psychologique sur nous. Oui, c'est vrai. Mais bon, c'est normal. Alors, on parle du textile marocain pour commencer, justement avec les déclarations du ministre de l'Industrie et du Commerce. Vous avez écouté, je crois, la première partie de l'émission. Non, j'étais sur une autre chaîne. Bien sûr, il fallait que j'écoute et que je me prépare, bien sûr. Et voilà, il y a justement ce qu'a dit le ministre qu'on a commenté tout à l'heure. En fait, je faisais de la veille, je regardais ce que les autres faisaient. Le Maroc, c'est bien. On va faire un petit rapport après. Le Maroc pourrait capter davantage de la valeur, développer des marques nationales ou acquérir des marques internationales et mieux stabiliser l'activité face au choc, fermeture de marché, disparition de donneurs d'ordre, etc., Un peu comme le font les Turcs. Je voulais avoir votre avis là-dessus. Écoutez, je pense que l'analyse de Smaïl qui a été par rapport à cela, elle est toujours fascinante. Maintenant, lancer la patate chaude au niveau des industriels en disant, vous savez les gars, il faut acheter des marques, c'est enfoncer une porte grandement ouverte, parce qu'il y a la question de financement, il y a la question d'accès au marché, il y a plein d'autres questions sous-jacentes. Et surtout, si on veut aller dans le Made in Morocco réellement et dans le remplacement des importations, il va falloir qu'on fasse, à l'image de ce qu'a fait Moulay Hafed avant, c'était d'identifier des secteurs, de mettre des banques de projets, et puis après de mettre un système d'accompagnement. Il faut qu'il y ait une stratégie. Focuser sur les secteurs, sur un secteur. Il faut que ce soit une stratégie, il ne faut pas que ce soit un vœu. Donc là, on a une déclaration d'intention. Vous savez, est-ce qu'on peut dire que c'est un peu de provocation quand même ? Oui, mais c'est bien. Enfin, venant d'un ministre et d'un homme politique, je ne suis pas étonné, c'est normal, il est dans son rôle. Maintenant, j'espère que ça sera traduit derrière par de l'action et par de la stratégie et par de l'accompagnement. Et typiquement, au niveau de la loi de finances, il faut prévoir des mécanismes d'accompagnement de ces industriels. Il faut simplement leur donner les possibilités si on veut acquérir des marques ou créer des marques ou développer ce qu'ils font pour que ça soit le Made in Morocco soit plus fort. Il faut qu'il y ait un vrai soutien. Et quand je dis un vrai soutien, c'est pas forcément de l'argent qu'on donne, c'est un soutien, on va dire, au niveau financier, c'est un soutien au niveau de la réglementation, il y a que par aussi de la réglementation qu'on peut augmenter la qualité. Tout à l'heure, quand Smaïl disait que les Chinois arrivent à produire un rapport qualité-prix qui était extraordinaire, on a d'autres barrières qui ne sont pas les barrières douanières, c'est aussi de la qualité, on peut mettre ça. Et d'ailleurs, la Turquie joue avec ça énormément. Parce que le fond de ce que je disais, c'est que la quantité apporte la qualité. Bien sûr. Ils sont dans une configuration où la quantité est telle que la production est Tu as complètement raison, mais c'est le premier pas. Parce que quand tu mets de la quantité avec un prix très bas, tu acquiers le marché, puis après tu peux changer de qualité et aller faire le focus. Quand vous voyez ce qui se passe au BHV à Paris, mais c'est lunaire. C'est pour ceux qui ne savent pas, donc il y a un espace Shein qui vient de s'ouvrir, avec succès d'ailleurs.
Avec Bien sûr, un un grand immense succès. Il y avait 3h30 de queue pour. Exactement. 3h30 de queue, les gens faisaient la queue. Ouais, c'est fou. Et puis vous êtes quand même dans le pays de l'hyperluxe, etc. Je crois que c'est un des malls les plus luxueux de Paris. Et ben c'est une marque chinoise avec des prix extrêmement bas. Est-ce que, messieurs, est-ce que vous faites attention aux étiquettes? Oui, de quel point de vue? Mais vraiment, mais sérieux, on regarde la provenance. vous regardez la provenance? Pas du tout. Ah, voilà, donc ça c'est intéressant, c'est pas... Moi je regarde. Oui, moi aussi. Bon. Et c'est une... ça peut... Moi et il le sait, il peut le confirmer, tout ce qu'on peut consommer localement, il va falloir qu'on le consomme. Et c'est pour ça que c'est important de savoir ce qu'on a en capacité. On ne sera jamais assez. Ce ne sera pas assez. Bien sûr. On n'est pas beaucoup. Alors messieurs, ça c'est un peu le nouveau principe de l'émission. On a avec nous, 8h47, on va aller à Paris. On a Zakaria Ratas qui est administrateur et responsable communication de l'AMIT. Bonjour Zakaria. Bonjour tout le monde. Bon, merci ça va, pour l'invitation. vous n'avez pas trop peur là, hein, vous avez bien préparé votre intervention? Oui, ça va. Et je suis pas dans la queue devant le BHV pour acheter des produits de chez nous. Alors, pourquoi vous êtes à Paris? Parce que vous avez, vous êtes dans le textile depuis 25 ans, vous. Hein. Alors bien sûr, vous représentez l'AMIT, mais vous êtes un professionnel. Vous êtes lancé, vous êtes passé au B2C et vous avez créé votre marque. Et en plus, c'est une marque premium écologique. Et vous êtes obligé d'avoir un showroom à Paris. Et donc, vous êtes entre Paris et le Maroc. Alors, je le disais, messieurs, vous pouvez discuter avec Zakaria. Hein, tout ça est mélangé. Ce sont les décodeurs. Zakaria, je vais revenir sur ce qu'a dit le ministre qu'on vient de commenter là avec Hicham et Ismaël. C'est sur cette capacité de pouvoir soit de créer des marques, soit de reprendre des marques, comme ça a été le cas avec des industriels turcs pour LC Waikiki ou Naf. Je vous ai envoyé d'ailleurs la citation du ministre et puis ce qu'il a dit au Parlement. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est votre réaction, vous? Bon, je partage la vision de M. le ministre qui exprime un vœu à la fois constructif et louable. En effet, avoir un écosystème où la chaîne de valeur fonctionne de façon intégrée de l'amont à l'aval, et je veux bien insister sur l'amont, donc de l'amont à l'aval, est le signe d'une industrie en très bonne santé. Cela dit, il faut bien comprendre que le modèle marque propre est l'aboutissement d'une maturation industrielle et structurelle. En clair... ce que disait Ismaël tout à l'heure. Voilà, en clair, on parle de marque propre, donc on est en aval de la chaîne de valeur, mais l'amont, il est indispensable. Et le Maroc, il a déjà démontré sa capacité à se transformer. Nous sommes passés d'un modèle de sous-traitance pur à un modèle de co-traitance, puis à des partenariats intégrés, et puis aussi, pour certains d'entre nous, aux produits finis, ce qui est le cas de mon business model. La prochaine étape sera la marque et le produit fini de façon dominante. Mais cette étape-là, elle doit se construire sur des fondations solides. Et le pilier de ces fondations, c'est une intégration en amont. Et voilà, pour reprendre c'est-à-dire la question par rapport à la Turquie, la comparaison avec la Turquie, elle est souvent faite, mais elle est à nuancer. Car nous parlons de deux chaînes de valeur très différentes. Les marques turques citées comme exemple sont adossées à des groupes intégrés disposant d'un amont industriel très puissant, que ce soit en filature, tissage, teinture, tricotage, accessoires, et ce sont ces maillons-là invisibles qui leur permettent de produire localement à grande échelle avec une réactivité exemplaire. Ismaël. Si Zakaria, bonjour. En fait, bonjour. Ce que vous dites, c'est exactement le point que je faisais bien il y a une minute, c'est-à-dire qu'on peut pas se prétendre créateur de marque si on n'a pas un sous-jacent industriel qui est puissant. Et je suis parfaitement aligné avec votre point. J'ai une question. Comment on fait pour avoir un sous-jacent beaucoup plus puissant que ce qu'il est au Maroc? Alors, si on parle du postulat de départ, l'amont demeure notre maillon faible, non pas par manque de volonté, mais parce qu'il existe des investissements très lourds. Donc, comment on fait? Déjà, on compare. Alors, dans la zone Euromed, nos concurrents directs, comme la Turquie ou l'Égypte, bénéficient d'un appui étatique massif. Et je veux bien dire massif, parce que l'appui étatique du Maroc était là,
Mais l'appui de nos confrères, il est encore plus offensif, plus agressif, à travers des fonds de modernisation très alléchants, des subventions d'investissement très très puissantes et encore des primes à l'export, sans parler bien évidemment des choses qu'on vit tous les jours, des contraintes comme l'accès aux financiers et l'accès aux fonciers. Et d'ailleurs, bon, si on compare aussi avec nos confrères turcs en termes de diversification aussi des débouchés. Aujourd'hui, on a un client qui occupe 59% de nos exportations. Donc cela montre quand même qu'il y a certaines choses à faire encore sur notre chaîne de valeur avant de passer à l'aval de cette chaîne de valeur. Hicham Hamadi. Clairement, il a parfaitement raison. Il faut qu'il y ait une vision derrière. Il faut qu'il y ait une stratégie. Et cette vision, c'est de se dire qu'est-ce qu'on veut exporter et qu'est-ce qu'on veut consommer localement. Et à partir de là, définir les verticales et mettre de l'accompagnement et financier et logistique et réglementaire. Donc, je pense qu'il y a un aspect réglementaire à mettre qui est très important. Il y a un deuxième aspect financier, ne serait-ce qu'en mise en place du foncier pour les industriels, parce que c'est un vrai sujet. Parce que nous, l'État a cette mauvaise habitude de créer de la rareté. Et il a fait ça avec les zones industrielles en se disant voilà, c'est que ça, et donc du coup les prix sont très très chers, et ça c'est pas une bonne chose. Donc lancer des intentions et des vœux, tout le monde peut y adhérer et on y adhère tous, et le monsieur il y adhère et il dit que c'est très bien, on peut s'inscrire. Maintenant il faut traduire ça dans la loi de finances, traduire ça dans la réalité, traduire ça en contrat-programme. Encore un truc à rajouter à la loi de finances. Zacharia, j'aimerais qu'on soit très terre à terre. Vous êtes passé en plus du B2B, vous êtes passé au B2C dans votre chaîne de valeur. Quelles ont été les contraintes ? Résumé les grosses contraintes que vous avez eues et que vous avez encore. Alors, si tu me permets, bien évidemment, donc je suis passé d'un business model B2B, mais je suis pas passé, mais en parallèle de mon business model B2B, j'ai eu la chance de travailler avec une équipe passionnée par le produit et par la nature depuis le Maroc, et nous avons décidé de créer une marque 100% marocaine, premium, éco-responsable et qui s'exporte. Donc une marque marocaine par sa production et internationale par sa distribution, et on distribue depuis notre centre logistique à Paris, et je fais le comparatif par rapport à d'autres marques dont vous avez cité en début d'émission au BHV. Alors notre marque a été classée numéro 1 sur Clear Fashion, qui est le gendarme des marques éco-responsables en Europe, sur un panel. Ça veut dire qu'au départ, vous vous êtes dit, si on crée une marque, ce sera forcément une marque premium avec un positionnement un peu haut de gamme. Vous vous êtes dit ça au départ? Naturellement, parce que je pense, et on est plusieurs à être convaincus par cette approche-là, qu'il faut monter en gamme, parce que quand on monte en gamme, on crée de la valeur. Quand on crée de la valeur, on dégage des points de marge. Quand on dégage des points de marge, on investit. Et quand on investit, on est plus compétitif, on s'exporte. Merci beaucoup Zacharia d'être passé dans les décodeurs ce matin. Zacharia Rajas, vous êtes aussi administrateur de l'Association marocaine des industries du textile et de l'habillement. C'était bien d'avoir un... Merci Zacharia, à bientôt. Juste un dernier mot pour l'industrie, pour l'AMIT, voilà, je tiens à saluer les efforts de cette association que j'ai il y a quelques mois. Et qui communique très bien. Une association formidable, très dynamique, et d'ailleurs le dernier salon Maroc In Mode qui s'est déroulé il y a une semaine, on est la parfaite démonstration. Nous avons réuni plus de 26 nationalités différentes de clients B2B, et pour la première fois une forte délégation américaine était présente sur le salon. Le salon était un hub entre Américains, Européens, à Casablanca. C'est bien, vous faites bien. Non, Zacharia, vous faites bien votre travail de responsable de la com de l'AMIT, c'est bien. Merci. C'était bien d'avoir un professionnel, quelqu'un qui est vraiment les deux pieds dans le terrain, quoi. Ça nous ancre dans le réel. Bon, alors il faut faire quoi maintenant pour que on arrête peut-être de dire il faudrait faire ça, mais que on
on bâtisse quelque chose de plus solide, ouais, de plus concret. Il faut faire quoi maintenant? Il faut des usines plus grandes, et il l'a dit, pour faire des usines plus grandes, les concurrents, ce qu'ils font, c'est que l'État aide sur la partie CAPEX, sur la partie investissement, que ce soit sur le foncier, que ce soit sur l'argent qui est dépensé pour s'équiper de machines et de bâtiments. Ouais. Et je pense ça doit être une partie de la solution. Une autre partie de la solution, c'est très certainement de faire que ces business-là passent d'un business famille à des business qui soient plus institutionnels, où on ait de la consolidation dans le sens où on arrive à... Et puis pour reprendre des grosses marques, il faut construire des licornes du textile. C'est ça. Peut-être dans 10 ans. Peut-être. Non, mais vous savez, pas dans 10 ans, parce que on a la possibilité, on aurait dû le faire il y a longtemps, et la deuxième chance de le faire, c'est aujourd'hui. Parce qu'après, ça y est. Si on en parle dans 10 ans, ça fait un an. Ok, ce sera trop tard. Exact. Okay. Donc on a une deuxième chance de le faire, c'est maintenant. La pub, les infos, et on se retrouve avec notre deuxième sujet dans les décodeurs juste après. La suite des décodeurs, c'est jusqu'à 9h30. Tout à l'heure, aux alentours de 9h20, il y aura les débats express pour réagir sur l'actualité chaude. Et voilà le deuxième sujet. C'est un moment historique et nous sommes en train d'assister à la naissance d'un nouveau Maroc. C'est ce qu'a déclaré Nabil Benabdallah au lendemain de la réunion des chefs des partis politiques représentés au Parlement portant sur l'actualisation et la formulation détaillée de l'initiative d'autonomie. C'est long comme phrase, mais je suis obligé. Le dossier du Sahara marocain connaît aujourd'hui un nouveau tournant. Donc après que le roi Mohamed VI ait lancé une approche participative impliquant tous les partis politiques représentés au Parlement, l'initiative d'autonomie, longtemps présentée comme un cadre de principe, entre dans une phase de formulation détaillée et d'actualisation concrète. Alors, c'est cette réunion, on va commencer par votre avis. J'aimerais avoir votre avis sur cette réunion des chefs de partis politiques présents au département, au Parlement, pardon. Ismaël. C'était au cabinet royal, il me semble. Oui, c'était au cabinet royal, ouais, c'est ça. Mais c'est les chefs de partis politiques présents. En effet. À l'instant, ce que je vous disais en préambule, mon point de vue sur la question est que l'importance de cette entrevue est celle de la symbolique. C'est le symbole qu'elle donne, c'est celle du souverain qui envoie un message fort aux Marocains et au monde en disant: cette autonomie, nous sommes en train de la faire passer d'une phase théorique que nous devions faire adoptée par l'Organisation des Nations Unies, à une phase exécutionnelle, à une phase où les choses deviennent la réalité sur le terrain. Alors, la réalité sur le terrain, c'est que les provinces du Sud sont déjà le Maroc depuis longtemps, depuis la nuit des temps, mais qu'aujourd'hui, même du point de vue politique, étant donné la reconnaissance à l'Organisation des Nations Unies, ça va devenir une réalité également. Oui, sauf qu'il va falloir trouver un modèle aussi, allonger le modèle de ces provinces du Sud. Oui, absolument, ça va être ça va être le challenge qui va devoir être relevé par le Maroc dans les mois et les années à venir. C'est intéressant parce que c'est un modèle qui va être assez inédit. Je ne sais pas s'il existe d'autres modèles comme ça dans le monde. On fait des fois des rapprochements avec vous avez beaucoup de pays qui sont... par exemple, ou des choses comme ça, mais enfin bon, ce sera pas la même chose. Vous avez beaucoup de pays qui sont organisés en système fédéral. Oui, voilà, c'est ce qui peut-être pourrait se rapprocher le plus. Les États-Unis, les Länder allemands, Alors, sur cette histoire-là de consultation, on va dire, des partis politiques, on comprend bien pourquoi, mais est-ce qu'il faut étendre ça au Parlement, par exemple ? Je pense que c'est la prochaine étape. Une fois que la keynote ou le principe étant détaillé, probablement ça passera par les institutions, notamment le Parlement et les deux chambres, et puis après... je ne sais pas si ça passera par un consensus général via un référendum ou pas, mais à mon avis, on est dans une logique complètement liée à la Constitution. Mais comment ça va se passer concrètement ? Comment vous imaginez ça ? On va pouvoir proposer des idées, les partis politiques vont pouvoir proposer des formules, des idées, des choses comme ça. Oui, ça va être un peu présentation fermée, voilà. Non, certainement, ils vont agir, mais ils sont en retard. Déjà, quand je vois la déclaration d'un chef de parti qui dit que là, on entre dans le Maroc moderne, je pense qu'il a rien compris. Le Maroc moderne, on est entré dedans il y a très longtemps. Pour moi, le discours fondateur, il date de 2001. C'est le
discours de Sa Majesté à l'Ayoun, dans lequel où il a lancé, donc il y a 20 ans. Donc s'il se rend compte qu'on est dans le Maroc Qui a dit ça j'ai pas envie de tirer sur... les gens retrouvant, mais je dirais contre lui, mais globalement c'est qu'il y a un retard. Les gens, la régionalisation avancée, on en parle depuis très longtemps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intellectuels qui se sont mis à la tâche et proposer des choses. Donc les gens ne l'ont pas fait. Et là, encore une fois... Il n'y a pas d'intellectuels ou d'hommes politiques, les deux. Ah bon, d'accord. Les deux. Non, parce que quand j'entends parler d'intellectuels, je pense toujours à la société civile. Les deux. Et je me dis, mais on est quand même dans un pays où la société civile ne s'exprime pas beaucoup, en fait. Voilà. Et d'ailleurs, on est bien content d'avoir cette émission, parce que, mine de rien, c'est un espace d'expression pour des gens de la société civile. Clairement. Voilà. On peut considérer ça comme ça. Moi, je considère que vous êtes des intellectuels, mais... c'est gentil. Voilà. C'est gentil. En fait, c'est ça, c'est que la question... Ça ne vous choque pas. Non, attendez, ça vous choque pas, ça, que on n'est pas, des intellectuels, des gens de la société civile, des écrivains, tout ce qui prennent la question et qui font qui fassent des éditos dans la presse, par exemple, etc. Enfin, je trouve ça incroyable. Bien sûr. C'est pour ça toujours après en train de critiquer, en train de dire soit il se passe rien, soit on n'est pas content de ce qui se passe. Non, on critique et quand l'initiative arrive, c'est là où on commence à dire oui, c'est super. Exactement. Non, il faut traiter ces questions avant. La régionalisation avancée étant un sujet qui existe au Maroc depuis au moins 15 ans. Et donc, il faut effectivement, les partis politiques, la société civile, regardent la question. Entre parenthèses, il y en a une ou deux personnes qui ont essayé de faire un travail sur ça, sans leur faire un peu de pub, mais en tout cas, il y a quelques-uns, donc il y a des exceptions. Et donc, dire qu'on rentre dans le Maroc moderne, non, le Maroc moderne, on y est. C'est qu'une question d'application. Et ce que dit Ben Abdellah, un nouveau Maroc, un Maroc nouveau moderne, c'est suffisant. Ah, ok, d'accord, c'est ça. Oui, on rentre dans un Maroc moderne. Moi, je pense qu'on y est, et je pense qu'on est dans un Maroc moderne depuis très longtemps. Non, mais lui, il a connu le vieux Maroc, donc c'est pour ça que... il est temps qu'il laisse la place aux gens qui connaissent le Maroc moderne. La posture de Hicham est celle de sa jeunesse éternelle. J'ai 2 fois 18 ans, c'est tout. J'ai vécu 2 fois mon adolescence. Ok, d'accord. Et donc oui, il va falloir des décodeurs pour décoder les décodeurs. La question du fond que vous posez, elle est pertinente, mais je pense que en particulier pour des questions aussi importantes, aussi fondamentales, aussi profondes que celle du Sahara, un temps pour chaque chose. Là, on vient de passer une étape importante. Je pense que même dans la tête de tous les Marocains, l'objectif jusqu'au 31 octobre, c'était pas de savoir qu'est-ce qu'on va faire dans le fond, parce que de toute façon, ce qu'on va faire dans le fond, c'est pas... On a commencé à le faire il y a longtemps. Oui, voilà, mais c'est pas... On a commencé à le faire il y a longtemps. Les investissements sont là, le port est là, l'intégration territoriale étant là. Oui, mais c'est ça. En fait, c'est une question politique. Ce que je pense qu'il faut se dire, c'est qu'il y avait une étape importante. On devait graver dans le marbre auprès de l'ONU que le Sahara c'est chez nous. Maintenant que ça c'est fait, on peut passer à une autre étape qui est celle du fond du point de vue de la politique. Exact. Bien évidemment du point de vue de l'économie. Exact. Mais en fait c'est ça, c'est que il y a une stratégie qui a été mise en place d'une intégration globale à 100%, d'une sécurisation des frontières à 100%, et puis après d'une souveraineté réelle. La souveraineté elle était réelle. D'une souveraineté. C'est ce qui s'est passé. Donc dire aujourd'hui qu'on est dans... Non. Je pense que... Juste pour rappel, les ennemis du Polisario, ils n'arrivaient pas à passer un quart d'heure dans la zone qui était même derrière le mur de sable. Exact. Et donc voilà. Et donc du coup, là, on est dans un temps politique, effectivement, et encore une fois, c'est la monarchie qui donne le temps, en disant, vous savez, il faut qu'on se mette d'accord sur une feuille de route qui détaille la régionalisation avancée, qu'est-ce qu'il y aura, mais les limites sont déjà écrites. Et malheureusement pour nous, c'est que nos partis politiques et notre société civile ne s'est pas attachée à la question. On devait avoir des tonnes et des tonnes de documents sur ça, sorties presse, réflexion autour de cela, qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce qu'on pense pas. Justement, c'était le cinquantenaire de la marche verte il n'y a pas longtemps. On a vu aussi la ferveur après le 31 octobre, mais est-ce que les Marocains connaissent bien ces provinces du Sud? Est-ce que les Marocains du Nord, est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi peut-être de promotion, de communication encore sur ce qui est le Maroc, hein? Moi je pense pas. Déjà il faut savoir une chose, c'est que ça fait des siècles
que Sahraouis, c'est-à-dire Marocains du Sahara et Marocains qui sont originaires, vivent déjà ensemble, pas uniquement dans la vie de tous les jours, mais dans les mariages, dans les... C'est clair. Donc est-ce qu'on se connaît? On se connaît autant entre Marocains du Nord et Sahraouis qu'entre Rbati et Fessi, qu'entre Tangérois et Soussi, etc. De ce point de vue, il n'y a pas de... Il y a à mon avis aucune divergence. Non, mais il y a du travail à faire sur tout l'aspect, on va dire, promotion touristique. Et je suis complètement d'accord. Vous savez, Sahara, on peut faire des bivouacs très sympas, on peut aller là-bas. Ça fonctionne, hein. Bah, bien sûr. Dakhla, ça marche, hein. Oui. C'est magnifique. Mais enfin, il y a du point de vue touristique, il y a plein de... Et sur le point de vue des entreprises, par exemple. Oui. Parce qu'il y a des entreprises qui sont implantées. Bien sûr. Bon, donc, mais on les connaît pas beaucoup. Vous savez, les plus grands exportateurs... Là, vous avez moi, je me suis... pour tout, je parle de mon expérience personnelle. Un jour, je voulais avoir des images de quelque chose qui était loin après Laayoune pour un film institutionnel. Et je me suis dit, je veux pas y aller, je vais perdre trop de temps, ça va coûter trop cher, il me faut un drone, enfin bref, tout ça. Donc j'ai cherché et je me suis tombé sur des gens, mais extrêmement compétents, avec la capacité de produire des choses extrêmement modernes, innovantes, etc. Et il y en avait plusieurs. Donc je me suis dit, mais c'est génial, quoi. La vision qu'on a de Laayoune ou de Dakhla, qui sont des patelins quasiment ensablés avec du vent et pas grand chose d'autre que du sable, c'est une vision qui est celle d'avant la récupération. Aujourd'hui, Laayoune s'est énormément développé depuis 1975. Les plus grands exportateurs de farine de poisson sont basés là-bas. Donc c'est pas... Non, il y a une intégration qui s'est faite. Les plus grands projets sont là-bas en termes pour générer de l'électricité verte. Donc c'est pour ça que le Maroc moderne, on y est déjà. Maintenant, c'est franchir d'autres étapes. D'autres étapes, non seulement... c'est même pire que ça. C'est-à-dire que ce Maroc moderne, ça fait des années qu'on le construit. Oui, exact. C'est-à-dire que c'est pas arrivé à un coup de baguette magique. Exactement. Pour moi, le point de départ, c'était 2001. Et c'était le discours fondateur. Et derrière, maintenant, on est sur non seulement une intégration locale, mais une intégration africaine, avec le port de Dakhla, avec la possibilité de raccourcir encore les délais pour l'acheminement de la marchandise, avec un certain nombre de choses. Donc oui, ça c'est acté. La question qui se pose maintenant, c'est une question, qu'est-ce qu'on fait des Marocains, ceux qui encore souhaitent être Marocains, qui sont de l'autre côté de la frontière, des frontières, qui souhaitent rentrer, quel projet de vie et qu'est-ce qu'on leur offre, c'est tout. Mais il n'y a pas d'autres questions. Ça fait partie des défis qu'il faudra surmonter. Certainement. Parce que là, on touche de la population, on touche de l'humain. Il y a des ramifications tribales, il y a des liens, on va dire, effectivement familiales, il y a des liens les tribus où il y a des liens d'appartenance à des groupes, ça aussi il va falloir le gérer. Et puis après, quelle activité, qu'est-ce qu'ils vont faire, quelle logistique, accès, on va dire, les droits fondamentaux, notamment en termes de santé, d'éducation et tout. Donc il y a une question de gestion humaine qui est très très forte. Et après, globalement, il faut mettre le cadre qui est la régionalisation avancée de telle manière à ce que ces parties soient autonomes sur un certain nombre de sujets et non pas sur le reste, parce que c'est sous souveraineté marocaine et il va falloir l'écrire. En tout cas, c'est passionnant. J'espère qu'on va communiquer sur tout ce qui va se passer, sur tout ça, parce que... Maintenant que le feu vert étant donné, ce qui devrait se passer naturellement, c'est que les partis politiques devraient prendre cette question, réfléchir en interne, faire des débats, faire émerger quelque chose, et puis après revenir avec une copie. Moi, j'espère que ça sera le processus. J'espère que ça ne sera pas le processus de revenir à la prochaine réunion en disant « Ah, ok, on attend de voir ». C'est ça le malheur de nos partis politiques. C'est pour ça qu'ils sont toujours en déphasage avec la réalité des Marocains et la réalité, on va dire, du Maroc moderne. 9h21. Alors Ismaël Bargach connaît déjà, mais vous allez découvrir les débats express. Vous écoutez les décodeurs d'Atlantic Matin. Les débats express.
Alors voilà, on s'est dit qu'il fallait regarder les infos le matin et vous faire réagir sur ce qui s'est passé hier ou ce matin. Et on va commencer avec je suis sûr que vous attendiez ça, le président algérien Tebboune qui a accordé une grâce présidentielle à Boualem Sansal. Donc il a libéré l'écrivain franco-algérien après un peu moins d'1 an de détention. Sansal Boualem avait été condamné en mars 2025 à 5 ans de prison ferme pour atteinte à l'unité nationale. Une intervention de Frank-Walter Steinmeier, le président de l'Allemagne, a été décisive dans sa libération et Boualem Sansal est maintenant à Berlin pour être soigné. Moi je retiens quand même que on a cité le nom du président de l'Allemagne qu'on connaît pas, et qu'on sait même pas qu'il y a des gens qui savent pas qu'il y a un président d'Allemagne. Donc ça a permis de... Bon, donc voilà votre réaction là-dessus, parce que beaucoup de gens en parlent aujourd'hui évidemment. Ça concerne la France, l'Algérie, ça concerne l'Allemagne aussi. Voilà. Quand on prononce la phrase que vous avez prononcée, on y trouve toute l'ambivalence de l'Algérie, c'est-à-dire d'une part ce que l'Algérie produit de plus horrible, leur président qui est corrompu, qui est idiot, on met tous les qualificatifs du champ lexical des 2 mots que je viens de prononcer, et le meilleur, c'est-à-dire un homme brillant qui est capable de regarder l'histoire sans complexe et de dire les choses telles qu'elles sont, qui est Boualem Sansal, qui en plus a payé 1 an de sa vie alors qu'il est vieux et fatigué, juste parce qu'il a dit des choses qui étaient vraies, factuelles et vérifiables. Donc moi, ce que je retiens, c'est l'ambivalence incroyable de ce pays qu'est l'Algérie, qui peut produire le meilleur comme le pire. C'est dommage que ça a pris 1 année pour qu'on puisse... quelqu'un qui a dit quelque chose que... Allez, 80% de la planète dit, globalement. L'ONU vient de la consacrer. Donc franchement, le gars, il a été visionnaire, il a vu quelque chose qui arrivait. Ça a pris beaucoup de temps. Enfin, une année de privation de liberté, c'est beaucoup. Donc oui, c'est dommage pour ce pays. C'est dommage pour l'image de l'Algérie quand même. C'est dommage pour ce pays, c'est dommage pour des gens qui sont juste à côté de nous. Deuxième sujet, évidemment, alors c'est une journée d'hommage en France. On se rappelle du 13 novembre 2015. Je vais relire un peu ce que j'ai dit tout à l'heure à 7h. Cette série d'attentats et de fusillades tragiques dans la soirée. Tout avait commencé aux abords du Stade de France, dans lequel se jouait un match amical, France-Allemagne, puis dans les 10e et 11e arrondissements où un commando a mitraillé des terrasses de café et des restaurants. Enfin, l'attaque meurtrière de la salle de spectacle Le Bataclan pendant un concert de rock. Bilan de ces attentats, 413 blessés, 130 morts. Et je tenais tout à l'heure, et je vais le refaire là, à citer un Marocain qui est décédé au Bataclan, Mohamed Amin Ben Barek. Il était architecte, il était juste allé ce soir-là au Bataclan pour voir un concert de son groupe préféré avec sa femme. Sa femme a été blessée et lui est décédé. Alors, je sais pas ce qu'on peut dire là-dessus, mais moi je voulais qu'on parle de Daesh par exemple, parce que 10 ans après les attentats du 13 novembre, quelle menace représente encore Daesh? Il y a encore 2 ans, on disait, mais on est quand même sur des cellules dormantes, il faut faire attention. On disait qu'à l'époque, les Russes de Wagner allaient nettoyer la région, et notamment la région malienne et le Sahel. Mais en fait, c'est pas le cas. Là, on découvre qu'il y a des réminiscences, y compris en Syrie. Le parallèle que je voudrais faire, qui va vous paraître complètement farfelu peut-être, c'est celui avec Donald Trump. La cause numéro 1 de l'existence de Daesh, de la présence de Daesh, de la prolifération de Daesh, c'est celle de la déstabilisation de cette région du monde, du Moyen-Orient, qui a été le fait d'une politique américaine pendant longtemps. Ce qu'il faut reconnaître à Donald Trump, il y a d'autres choses à lui reconnaître bien évidemment, en particulier ce qu'il a pu faire pour notre pays, pour le Maroc, mais ce qu'il faut lui reconnaître, c'est que c'est un faiseur de paix. C'est une personne qui est en train de faire de son mieux pour essayer de changer ce qui a été fait dans le passé par ses prédécesseurs,
Et la vraie conclusion de tout ça, c'est que si on avait été dans une configuration où cette zone-là n'avait pas été déstabilisée, les attentats du 13 novembre à Paris il y a 10 ans n'auraient pas eu lieu. Hicham ? Daesh ou tous les groupes se nourrissent de problèmes internes. En fait, c'est pas une doctrine qu'on suit parce qu'elle est magnifique, elle est sympa et les gens y adhèrent. Les gens y adhèrent parce qu'elle a un ancrage dans le réel et parce qu'elle a une image dans le réel. Et ce qui se passe en France, c'est le clivage, c'est les débats politiques qui servent à rien. C'est la séparation de la société. C'est pas la montée de l'extrême droite. C'est ces débats aujourd'hui qui divisent. Et à partir de là, on va prendre des problèmes qui sont réels dans toutes les sociétés, dans tous les pays, et on va créer des liens psychologiques ou qui sont vrais ou pas vrais avec des dogmes et avec des faits. Donc Daesh ne fait que se nourrir de ça. S'il n'y a pas ça, ils ont beau crier qu'il y a le paradis et que vous avez 99 000 vierges, personne ne suivra. Non, sérieusement, parce que le vrai sujet, c'est celui-là. Et même dans notre pays, et même chez nous. Ce qui s'est passé chez nous aussi, c'était pas le fait de Daesh, c'était le fait qu'on avait des problèmes sociaux réels qu'il fallait résoudre. Et donc, les politiques ont une vraie responsabilité là-dessus. Enfin, c'est dommage pour la France parce qu'il y a des débats qui aujourd'hui divisent la société. Merci messieurs, c'est déjà fini, c'est déjà terminé. Je croyais que c'était 9h30, là c'est 9h27. On nous a pris 3 minutes. La rançon du succès, voilà. Je pense. Merci, à très très bientôt. Les décodeurs, c'est terminé. Tous les matins, 7h.